Sonobook présente 5 conférences sur la psychanalyse de Sigmund Freud, dites par Michel Chéniaud. Première conférence. Mesdames et messieurs, c'est une expérience nouvelle et quelque part embarrassante pour moi de donner une conférence à des étudiants du Nouveau Monde. Je comprends que je dois cet honneur à l'association de mon nom à la psychanalyse et en conséquence, c'est de psychanalyse que je souhaiterais parler. Je vais tenter de vous résumer l'histoire des origines et des évolutions de cette nouvelle méthode d'examen et de traitement. Je n'ai pas le mérite, si c'en est un, d'avoir découvert la psychanalyse. J'étais encore étudiant, occupé à réviser mes derniers examens, quand un médecin de Vienne, le docteur Breuer, appliqua pour la première fois un tel procédé au traitement d'une jeune fille hystérique, de 1880 à 1882. Nous devons donc nous intéresser en premier lieu à l'histoire de cette malade et aux événements de son traitement. Mais d'abord encore un mot. J'ai remarqué, avec beaucoup de satisfaction, que la majorité de mon auditoire n'appartient pas au corps médical. Ne craignez pas qu'une formation médicale soit nécessaire à la compréhension de ce que je vais dire. Nous allons cheminer un temps avec les médecins, mais très vite, nous les abandonnerons pour suivre le docteur Breuer dans une voie complètement originale. La malade du docteur Breuer était une jeune fille de 21 ans, très intelligente. Elle avait manifesté durant les 2 années de sa maladie une série de troubles physiques et mentaux qui méritaient d'être pris au sérieux. Elle présentait une paralysie aux 2 extrémités droites avec une insensibilisation et parfois la même affection touchait les membres du côté gauche. Une perturbation des mouvements des yeux et des altérations fréquentes de la capacité visuelle, une difficulté à tenir la tête droite, une toux nerveuse, intense, des nausées quand elle tentait de se nourrir et une fois, pendant plusieurs semaines, une incapacité à boire malgré une soif intense. Sa capacité de parole allait en diminuant, à tel point qu'elle finit par ne comprendre ni parler sa langue maternelle. Enfin, elle était sujette à des absences, à des états de confusion, de délire, d'altération de sa personnalité. Ces troubles devront attirer plus tard toute notre attention. On n'a pas besoin d'être médecin pour discerner, en de pareils symptômes, une maladie très grave, probablement du cerveau. Une maladie avec peu d'espoir de guérison et qui mènera probablement le patient à une mort rapide. Les médecins vous diront pourtant qu'un pronostic bien plus favorable peut être justifié dans certains cas d'apparence aussi graves. Quand on rencontre des symptômes de ce genre chez une jeune femme dont les organes essentiels, le cœur, les reins, sont tout à fait normaux, mais qui a eu à subir de violents troubles émotionnels, et quand ces symptômes présentent des caractéristiques inhabituelles, alors les médecins ne sont pas très inquiets. Ils considèrent qu'il ne s'agit pas d'une affection organique du cerveau, mais de cet état bizarre et énigmatique auquel les médecins grecs donnaient déjà le nom d'hystérie. Un état capable de simuler un ensemble de troubles graves, mais qui ne met nullement la vie en danger et qui laisse espérer une guérison totale. Il n'est pas toujours facile de différencier une telle hystérie d'une profonde affection organique. Mais il nous importe peu aujourd'hui de savoir comment on établit ce diagnostic différentiel. Notons simplement que le cas de la jeune fille de Breuer est de ceux qu'aucun médecin compétent n'aurait manqué de diagnostiquer en hystérie. Un dernier mot sur l'histoire de ce cas. La maladie est apparue pendant que la jeune fille soignait son père qu'elle adorait, pendant une maladie à laquelle il allait succomber, et que sa propre maladie l'obligea à arrêter de lui prodiguer ses soins. Jusqu'ici, il semble bon de suivre les médecins.
Mais nous devrons bientôt leur fausser compagnie. Car il ne faut pas s'imaginer que l'on fait quoi que ce soit pour le patient en substituant un diagnostic d'hystérie à celui d'une affection cérébrale organique. Le savoir des médecins est aussi impuissant dans un cas que dans l'autre. Et s'il s'agit d'hystérie, le praticien n'a rien d'autre à faire qu'à se reposer sur la bonne nature pour accomplir la guérison qu'il est en droit d'espérer. Le diagnostic d'hystérie ne change pas la situation du patient, mais il change beaucoup l'attitude du médecin. Sa conduite n'est pas la même face à une maladie d'ordre hystérique ou d'ordre organique. Il n'accorde pas à l'une le même intérêt qu'à l'autre, car son mal est moins sérieux malgré les apparences. N'oublions pas non plus que le médecin, au cours de ses études, a appris, par exemple dans des cas d'apoplexie ou de tumeur, à se représenter plus ou moins exactement les causes des symptômes organiques. Au contraire, en présence des singularités hystériques, son savoir, sa science anatomique, physiologique et pathologique l'abandonne. Il ne peut comprendre l'hystérie et y étant confronté, il devient incompétent. Ce qui ne vous plaît guère quand on a l'habitude de tenir en haute estime sa propre science. Les hystériques perdent donc la sympathie du médecin qui les considère comme des gens qui transgressent les lois, comme infidèles à l'égard des hérétiques. Il les juge capables de toutes les vilainies possibles, les accuse d'exagération et de simulation intentionnelle et il les punit en leur retirant son intérêt.